Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette lecture manga du mois de septembre 2023. Je vais vous présenter toutes mes lectures de ce mois-ci et vous allez me dire ce que vous en pensez. On va commencer avec Mission Yozakura Family, qui est un manga des éditions Kana. Et en l'occurrence, il s'agit des tomes 1 et 2. Pourquoi? Parce que c'était une opération spéciale, les deux tomes pour le prix d'un. Je pense que vous voyez de quoi je parle, les fameuses opérations où il y a deux tomes plastifiés que beaucoup d'éditeurs font de temps en temps et qui coûtent seulement le prix d'un seul tome. Alors ce manga-là précisément, je vous avoue que je savais pas trop quoi en penser. Parce que c'est un manga qui est sorti à peu près à la même période que Spy X Family, que je n'ai jamais lu ou vu. Mais Spy X Family, c'est quand même un manga qui m'intéressait. C'est un manga que j'ai prévu de soit regarder, soit lire un de ces jours. C'est juste que j'ai pas encore décidé lequel, vous voyez. Et du coup, avoir ce manga un peu qui semble avoir quelque chose à voir avec l'espionnage et la famille et tout ça, qui sort à peu près à la même période, ça fait vraiment que dans ma tête, les deux étaient très comparés, quoi. Même si, encore une fois, je n'ai aucune expérience concrète de Spy X Family, mais Spy X Family a réussi à attiser mon intérêt, si vous voulez. Donc avoir cette espèce d'autres séries d'espionnage et de famille à disposition, c'était assez inattendu, et je me demandais ce que j'allais avoir au final comme résultat, quoi. Du coup, j'ai pu lire ces deux tomes et c'était, je trouve, une très bonne surprise. C'est une série que j'aime beaucoup. Je serais tenté de continuer si j'avais les moyens. Parce que cette série, en fait, c'est une série, donc je vais vous résumer vite fait de quoi ça parle pour pas vous perdre si jamais vous ne l'avez pas lu, sans spoiler bien entendu. Mission Yozakura Family, c'est une série qui parle de notre protagoniste, donc le type aux cheveux rouges sur les couvertures, qui va découvrir que son ami d'enfance fait en fait partie d'une famille d'espions, et d'espions, d'agents secrets, un peu assassinats, ce genre de truc, quoi, pas des espions du gouvernement si vous voulez, et va devoir plus ou moins, maintenant qu'il a appris ce secret, se marier avec son ami d'enfance parce que s'il fait pas partie de la famille, il peut se faire tuer par le grand frère de son ami d'enfance qui a un peu une dent contre lui. Du coup, il se marie avec pour rejoindre la famille et il va faire des trucs d'espion, de machin, vu que maintenant il fait partie de la famille. C'est un peu ça le délire. Moi j'ai beaucoup aimé, donc comme je vous l'ai dit, c'était une très bonne surprise. Le truc, c'est que si vous avez vu des épisodes précédents, vous savez sans doute que moi, la romance, j'aime beaucoup. Et ce manga n'est pas un manga de romance, je dirais, mais c'est un manga avec au centre de l'intrigue une romance en fait. Parce que on a du coup cette relation entre le personnage principal et son ami d'enfance, qui du coup maintenant sont mariés, ou fiancés tout du moins. Mais le truc, c'est que y a pas vraiment d'emphase sur le côté romantique entre les deux. Dans ces deux tomes là, il y a un seul chapitre où l'aspect romantique de leur relation est un peu mis en avant. Sinon c'est vraiment juste, il fait partie de la famille. C'est plus une histoire de famille qu'une histoire de romance, à vrai dire. Mais du coup c'est pas une romance, mais la romance reste au centre de l'intrigue, vous voyez, donc ça me parle quand même. J'ai quand même mon petit sucre, j'ai quand même ma petite motivation, moi, qui me parle beaucoup. Donc j'aime beaucoup cette approche et ça change un peu d'habitude. Et en plus les aventures un peu d'espionnage et tout pour l'instant sont plutôt inventives, plutôt intéressantes, et les personnages sont hauts en couleur. Donc franchement, Mission Yozakura Family, dans ma tête, comme je vous l'ai dit au début, c'était un peu un second couteau de Spy X Family. Je les voyais tous les deux en librairie. Là pour le coup je suis vraiment content d'avoir pu tester et d'avoir pu découvrir que c'était vraiment sympathique. Je vous le conseille de tout cœur si comme moi vous étiez un peu réticent parce que vous étiez plus intéressé par Spy X Family. Mission Yozakura Family, pour l'instant c'est validé de mon côté. Voilà, reste à savoir si un jour j'aurai l'occasion de tenter Spy X Family, voir lequel des deux je préfère, mais en tout cas très agréablement surpris par cette série. On passe au manga suivant, que vous connaissez peut-être plus sous le nom de My Dress Up Darling, parce qu'il a beaucoup fait parler de lui au moment de la sortie de l'animé, donc du coup le nom de l'animé est peut-être un peu plus connu, mais ça traînait dans les librairies bien avant, et du coup on a un autre nom en France pour le manga. Ce qui est un truc intéressant à noter, hein, ça arrive de temps en temps pour les séries que le nom du manga et le nom de l'animé soient différents, parce que l'animé reprend plutôt le nom international, tandis que qu'il y a eu une traduction française avant, quoi. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça qui sont intéressants et qui peuvent être assez déterminants en vrai, parce que c'est vraiment possible que quelqu'un ait vu l'animé mais ne sache pas que le manga est sorti en France, tout simplement à cause du nom. Voilà, on pense pas forcément à faire la recherche quand on a vu un animé. Est-ce que le manga existe? Parce que si on fait la recherche, à mon avis on trouve quand même. Mais vous voyez, il y a moyen que quelqu'un soit passé à côté dans les rayons sans se rendre compte que c'était le truc qu'il avait vu en animé.
Ou inversement, quelqu'un qui a le manga, il s'est pas rendu compte que c'était l'adaptation. Mais bon, après, les personnages sont reconnaissables, donc à mon avis, quand même, il y a moyen de savoir. Quoi qu'il en soit, ça a beaucoup fait parler, comme je l'ai dit, quand c'est sorti en animé. Je m'y intéressais pas plus que ça, même si forcément j'ai vu passer que ça faisait parler, quoi, que c'était populaire, que c'était le truc un peu... que c'était un peu l'animé à la mode. Du coup, ce que j'ai fait, là, c'est que j'ai pu me lire les 2 premiers tomes pour la même raison que pour le manga précédent, c'est-à-dire encore une fois une opération 2 tomes pour le prix d'un. Ce genre d'opération toujours très satisfaisante. Comme ça on peut découvrir des nouvelles séries là comme je viens de le faire et c'est vraiment un bonheur absolu. Et là encore c'est une super bonne surprise parce que je trouve que c'est une série très mignonne pour l'instant. J'aime beaucoup où ça va. En plus ces 2 premiers tomes je trouve font un petit arc narratif quoi, se concluent bien. Avec un petit cliffhanger à la fin bien sûr pour la suite, mais ça fait une petite histoire en soi-même ces deux premiers tomes, donc je suis content que niveau timing de lecture aussi ça se soit bien goupillé avec cette opération, parce que du coup on a les 2 premiers tomes et ça fait une petite histoire sympathique qui bien sûr n'est pas terminée. Et visiblement pour la suite de l'histoire on se dirigerait peut-être vers un truc un peu plus à la harem, ou en tout cas où il y aurait peut-être un triangle amoureux ou encore plus de personnages féminins qui vont débarquer. Pourquoi pas, moi ça me dérange pas, j'aime bien tout ce qui est harem, donc peut-être que ce serait une romance qui implique plusieurs personnages quoi. Quoi qu'il en soit, même si ça reste une romance simple, moi je la trouve très mignonne cette romance, donc elle me convient tout à fait. Vous laissez pas influencer par le titre si jamais vous dites que c'est peut-être quelque chose d'un peu vulgaire ou je ne sais quoi. Non, c'est quelque chose de très mignon pour l'instant. Bien sûr il y a 2-3 blagues aichi, hein, c'est standard on va dire dans pas mal de mangas de romance de manière générale. Mais en tout cas c'est un manga qui je trouve saura vous émouvoir à mon avis, parce que bon c'est pas non plus un truc tire-larme, hein, il y a rien de dramatique, mais la relation entre les personnages est plutôt attachante en fait, on s'attache vite à leur relation et du coup ça donne envie de voir la suite, ça donne envie de voir la conclusion. Mais bon, moi je vais devoir me contenter de mes 2 tomes parce que j'ai pas encore le budget extensible pour pouvoir continuer toutes les séries que je commence malheureusement. En tout cas, super découverte et un de ces 4, j'espère que je pourrai continuer. Alors, on enchaîne avec Dragon Ball Super tome 20. Alors, ce tome 20 de Dragon Ball Super, je trouve qu'il est assez particulier. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est la fin d'un arc et le début d'un autre. Donc, c'est la fin de l'arc Granola, sur lequel je ne vais pas épiloguer parce que je veux pas spoiler les gens qui, par exemple, seraient encore à l'animé. Vous voyez, je vous dis juste le nom de l'arc. Si ça vous dit quelque chose, vous savez de quoi je parle. Si vous savez pas, ne vous spoilez pas, ne faites pas de recherche, quoi. Voilà, donc c'est la fin de l'arc Granola et le début d'un nouvel arc qui se passe plus tard. Alors là j'ai parlé un peu de chronologie Dragon Ball Super, donc ça va pas spoiler quoi, mais si vous savez vraiment rien, encore une fois, si j'étais vous, je partirais. Au manga suivant bien entendu, pas de la vidéo, hein. Abonnez-vous. Mais non, plus sérieusement, le truc c'est que je ne sais plus trop sur quel pied danser vis-à-vis de la chronologie des films Dragon Ball Super. Parce que ce nouvel arc qui commence, qui peut-être est un petit arc un peu filler, histoire d'attendre le prochain gros arc, c'est sur Goten et Trunks, mais plus vieux, donc Goten et Trunks ado on va dire, et ça se passe a priori à peu près en même temps, ou alors un peu avant ou un peu après, que le film Dragon Ball Super Super Hero. Le truc, c'est que dans le film Dragon Ball Super Super Hero, si je dis pas de bêtises, Pan apprend à voler. Et il se trouve que dans ce tome, si je dis pas de bêtises encore une fois, on nous dit clairement que Pan ne sait pas encore voler, qu'elle doit encore apprendre. Donc, logiquement, ça se passe avant Dragon Ball Super Super Hero. Si tant est que ce soit dans la même chronologie, hein. Mais le truc, c'est qu'il y a le professeur de Dragon Ball Super Super Hero qui joue un rôle dans cette histoire. Donc le professeur, le petit gars qui invente les robots de Dragon Ball Super Super Hero là. Sauf que lui, il me semble qu'il sort de prison au début du film. Donc c'est censé se passer avant Dragon Ball Super Super Hero, mais en même temps c'est obligé de se passer après l'intro de Dragon Ball Super Super Hero, vu que le professeur n'est plus en prison. Ce qui impliquerait, a priori, soit... Alors peut-être qu'il va se faire arrêter dans cette histoire dans le manga, et que du coup il sera en prison, et ensuite c'est Dragon Ball Super Super Hero et il est libéré de prison. Ou alors,
ça se passe dans le laps de temps où il est en train de construire les robots, juste après s'être fait libérer de prison, mais avant s'être fait griller par Piccolo et tout. Donc voilà, soit ça se passe juste avant Dragon Ball Super Hero, soit ça se passe quelque part entre l'intro et le moment et le film qui démarre pour de vrai, quoi. Donc je sais pas trop. Ou alors troisième option, bien sûr, le manga et les films deviennent complètement décorrélés. Ce qui jusque-là n'était pas le cas, hein. Même Dragon Ball Super Broly, il y avait eu une sorte d'ellipse dans le manga avec marqué ouais, là il s'est passé les trucs avec Broly, allez au revoir, hop on fait la suite du manga. Et ben là il n'y a pas eu cet encart pour l'instant, donc est-ce que ce serait plutôt l'option ça se passe avant Dragon Ball Super Héros, ou est-ce que ça se passe pendant, ou est-ce qu'il n'y a pas de lien? Ça je ne saurais le dire, mais ça peut vouloir dire beaucoup de choses quand même pour l'avenir de la licence Dragon Ball Super, hein. Parce qu'une totale déconnexion entre le manga et les productions animées, ça pourrait avoir beaucoup d'implications sur la canonicité des choses et les différences qui seraient de plus en plus marquées entre les deux univers. Bah oui, parce que si on se retrouve avec plusieurs continuités très distinctes, parce qu'il y avait déjà des légères différences de continuité entre les supports, mais si on se retrouve avec vraiment des continuités très distinctes, on va se retrouver dans un truc qui peut devenir très vite difficile à suivre pour monsieur et madame tout le monde, quoi. Déjà, essayer d'expliquer à quelqu'un qui n'est pas familier avec... de nos jours c'est un peu plus facile, mais essayer d'expliquer à quelqu'un qui n'est pas familier avec les concepts de timeline et de canonicité, pourquoi il y a Dragon Ball GT mais ça compte pas... Maintenant imaginez que Dragon Ball Super, les films, l'animé qui pourrait reprendre un jour et les mangas suivent pas la même continuité. Vas-y pour expliquer ça au petit Timmy qui veut commencer Dragon Ball, quoi, il va rien comprendre. Donc voilà, ça peut être dangereux de jouer comme ça avec des grosses licences. Et en même temps, est-ce que c'est pas les grosses licences qui sont les plus propices à jouer à ça, parce que justement elles sont déjà bien établies et tu peux faire un peu ce que tu veux avec, les gens vont suivre, quoi. Donc bon, c'est un peu un truc... lame à double tranchant, hein, ça a ses avantages et ses inconvénients, c'est pas ça une lame à double tranchant, mais tant pis, vous avez compris quand même la métaphore. Donc voilà, je sais plus trop où m'y retrouver vis-à-vis des films, mais je suis content de la direction vers laquelle ça part, parce que là on se retrouve dans un petit arc un peu plus tranquille, un peu plus... j'ai envie de dire urbain, c'est pas forcément le mot, mais vous voyez, on est un peu plus au niveau de la Terre là, et on suit des personnages un peu secondaires, un peu moins Super Saiyan God, Super Saiyan, Mega Ego, je sais pas quoi, vous voyez, on est vraiment sur des persos, Goten et Trunks, soit qui sont des lycéens un peu forts, quoi. On retrouve un peu l'esprit de l'arc de Great Saiyaman, quoi. Et c'était un arc que j'aimais beaucoup, moi, dans l'animé notamment, parce que je crois que dans l'animé et dans le manga c'est différent, il y a des petits trucs en plus et en moins. Mais quoi qu'il en soit, c'est un arc que j'aimais bien, moi, donc j'aime bien ce côté un peu plus terre à terre, un peu plus on développe certains personnages, c'est plutôt intéressant. En plus c'est plutôt rigolo de voir enfin Trunks, mais Trunks que nous on connaît, le Trunks de notre timeline, qui est amoureux de Mai, parce que dans l'autre timeline les circonstances les ont un peu réunies, quoi. Mais là c'est rigolo de voir que c'est pareil pour ce Trunks là. Voilà, ouais, bon là je suis en train de divulguer un détail, bon c'est un détail, hein, mais je commence à divulguer des détails de ce qui se passe dans le tome, donc je vais m'arrêter là pour éviter de spoiler par mes gardes. Mais quoi qu'il en soit, petit tome sympa, et on entre dans un nouvel arc, donc plutôt intriguant. Alors on enchaîne avec Demon Lord Retry tome 3, 4 et 5, et pour Demon Lord Retry il s'est passé un truc assez intéressant pendant que je le lisais, enfin assez intéressant, c'est un truc dont on a déjà beaucoup parlé si vous êtes familier de la chaîne, mais qui là s'est passé de manière un peu particulière. Donc je continuais d'acheter les tomes de Demon Lord Retry, mais j'avais un peu de mal parce que je sais pas pourquoi, dans le coin où je suis, j'ai un peu du mal à les trouver de temps en temps. Du coup, bon j'ai commencé à les stacker, quoi, vous connaissez la chanson, hein. Quand j'ai un peu de mal à acheter un tome, du coup il y a le suivant qui sort, je fais des tas, quoi, je les stocke jusqu'à ce que je reçois bien un jour et que je risque pas et qu'il risque pas d'avoir un tome qui sort pendant que je suis en train d'en lire un, quoi, ce serait bête, autant les lire à la suite. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé jusqu'au 5, et la suite s'est mise à sortir, donc Demon Lord Retry R, très cool d'ailleurs à Meian d'avoir sorti la suite aussi. J'ai commencé à acheter Demon Lord Retry R également, toujours sans le lire, parce que, encore une fois, les décalages de sortie et de lecture, bon, des fois les timings se collent pas tout à fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont annoncé la sortie d'un animé Demon Lord Retry R. Ce qui fait que je me retrouve dans la situation bien connue des gens qui regardent ces vidéos depuis quelques temps,
le dilemme de la saison 2. Et le dilemme de la saison 2, pour petit rappel, c'est en gros, quand je regarde un animé, c'est cool, ils sortent le manga en France, c'est cool, j'achète le manga, je commence à le lire, ils sortent une saison 2 à l'animé. Et là je me retrouve dans ce dilemme où quel support je poursuis. Parce que poursuivre les deux en même temps, c'est contre-productif en fait. Si on poursuit le manga et l'animé en même temps, ça risque de faire des situations où en fait ça me saoule parce que je suis en train de lire un truc que j'ai vu il y a pas longtemps et je suis en train de voir un truc que j'ai lu il y a pas longtemps, au lieu de profiter justement de la multiplicité des supports pour redécouvrir le truc des années plus tard. Ça c'est beaucoup plus intéressant. C'est ce que j'ai fait en lisant le manga, parce que l'animé était sorti il y a quelques temps quand le manga est débarqué en France. J'en ai profité pour commencer et lire le manga. Le truc c'est que maintenant il y a un deuxième animé, enfin il y a la suite, il y a la saison 2 quoi en gros. Donc j'étais dans ce dilemme. Bon là le dilemme s'est résolu un peu tout seul parce que heureusement pour moi, Demon Lord du coup c'est séparé en deux séries. C'est Demon Lord Retry et Demon Lord Retry R qui sont deux séries bien distinctes. Donc je me suis simplement dit, je finis de lire Demon Lord Retry et pour les R, je continue de les acheter mais c'est pas nécessaire de les lire quoi. Je vais pouvoir attendre que l'animé sorte, regarder l'animé, puis quelques temps après je pourrais me lire les Demon Lord Retry R sans trop de scrupules. Donc voilà, c'est ça que je vais faire finalement. Je vais donc attendre avant de vous présenter les Demon Lord Retry R en vidéo parce que je vais devoir attendre d'abord que l'animé sorte, que je le regarde, puis attendre assez longtemps que je l'ai assez oublié pour considérer que je peux les lire sans que ce soit une répétition trop forte quoi. Donc ça va mettre du temps. Mais en attendant, là on est sur Demon Lord Retry et je dois vous avouer que c'était assez sympathique de pouvoir relire cette petite histoire. Moi j'adore en fait faire d'une simple expérience, faire d'un simple visionnage ou d'une simple lecture une licence. C'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir moi quand un univers que j'ai apprécié se développe sous plusieurs formats, parfois même avec des spin-offs, des trucs comme ça, parce que ça donne du poids en fait. Le fait de relire ou de voir la suite ou de quelque chose que j'ai aimé, ça développe le truc, ça devient plus qu'un simple, c'est plus juste un animé que j'ai vu ou un manga que j'ai lu, c'est une licence que j'apprécie. Et le fait que ce soit une licence, ça veut dire quelque chose pour moi. Je sais que beaucoup de gens sont très anti-licence on va dire ces derniers temps, même si dans les faits ils font que ça, consommer de la licence, mais voilà, on entend beaucoup que au cinéma il y a que des remakes, dans les jeux il y a que des remakes, ou des suites ou des spin-offs, ou voilà, c'est un truc une complainte qu'on entend beaucoup en tout cas sur internet, dans les chaînes que moi je regarde, par exemple sur YouTube, c'est un truc qu'on entend beaucoup dire et c'est une critique qu'on entend souvent. Moi je suis plutôt dans le camp opposé, moi je suis pour les licences. Alors je suis pas pour que tout soit des remakes ou des suites ou des machins, mais quand on a une suite, un remake machin, ça prend un peu du pouvoir de l'original, vous voyez. Ça bâtit sur quelque chose qui existe déjà. Ce qui ouvre des possibilités différentes en fait. Il y a des tas de trucs qu'on a fait en suite ou en spin-off ou qui seraient impossibles ou très compliqués à faire en œuvre nouvelle quoi, tout simplement. Imaginez à quel point ça aurait été vide de sens un MCU qui ne serait pas l'adaptation des comics Marvel. Vous voyez, genre un MCU original, ça aurait perdu beaucoup de sa saveur. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi le côté ils ont adapté ci, ils ont adapté ça, ils ont fait venir tel personnage, c'est cool. Voilà, c'est un peu aussi ça le jeu du MCU par exemple. Et imaginez un MCU qui serait basé sur rien, qui serait juste des super-héros originaux, ça aurait, même si les films étaient bien, ça aurait fini par bider. Parce que on n'a pas ce qui est-ce qu'ils vont amener ensuite, comment ils vont adapter telle histoire. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et moi du coup je suis très friand des supports. Alors on est parti là-dessus alors que à la base on est sur une simple adaptation. Il me semble que c'est un light novel, Demon Lord Retry, qu'ils ont du coup adapté en animé et en manga. Et là on est sur le plus basique du basique. C'est vraiment des adaptations, j'ai pas envie de dire copie carbone parce que pas exactement, faut quand même faire des petits ajustements, mais c'est des vraies adaptations concrètes quoi. C'est pas, on parle pas de spin-off, de suite, de je sais pas quoi. Pour le coup c'est juste un portage entre guillemets pour prendre du vocabulaire de jeux vidéo. Donc bon, quoi qu'il en soit, Demon Lord Retry c'est une série très sympathique qui en gros, je le rappelle rapidement, c'est un isekai sur un gars qui se retrouve dans un monde qui ressemble beaucoup aux jeux vidéo auxquels il jouait, mais dans le corps de ce type là quoi, donc j'allais dire vieux, on va dire d'un quarantenaire
qui fume des cigarettes là et qui a les yeux rouges sur cette couverture, mais c'est pas pour c'est pas tout le temps qu'il a les yeux rouges comme ça, vous en faites pas. Voilà, donc Demon Lord Retry plutôt sympa. Ah oui, petite alerte, je me sens obligé de le dire. C'est très similaire, je trouve, sur certains points bien précis à Overlord. C'est un truc que beaucoup de gens ont souligné, et c'est vrai, c'est un truc qui se voit sur plein de détails comme ça. T'as l'impression que c'est très, voilà, c'est très ressemblant, et je sais que il y en a certains que ça pourrait gêner, d'autres que ça pourrait attirer justement, donc je préfère le préciser quand même. C'est la dernière fois qu'on verra cette série avant longtemps, vu que pour R, comme je vous l'ai dit, on va devoir attendre un petit peu. Et voilà, donc j'espère que si j'ai éveillé votre intérêt, vous saurez vous diriger directement sur le bon support et pas faire comme moi, même si j'avais pas vraiment le choix, hein, ça s'est annoncé pendant que j'étais en train de lire le manga, mais ne faites pas comme moi et ne vous mettez pas dans les deux supports à la fois, ça crée plein de problèmes. Choisissez directement le bon. On poursuit avec le tome 13 et 14 de Fairy Tail 100 Year Quest, qui est, je le rappelle, la suite de Fairy Tail, donc tout bêtement, tout simplement. Hein. Donc encore une fois, c'est un truc que je répète fréquemment, une suite à la hauteur pour moi, une suite qui vaut vraiment le coup. Encore une fois, je vais même plus mentionner, enfin si du coup je le fais, mais j'ai même plus envie de mentionner les petits défauts que j'avais soulevés au tout début de la série, parce que il y en a pas eu depuis longtemps, ces petits retcons là que j'aime pas trop, il y en a pas eu depuis très longtemps. Donc vraiment la série devient juste super cool à suivre en fait maintenant. Et il y a des développements même, il y a, sans spoiler, il y a du développement pour Luxus, il y a du développement pour Rebi et Gajil en plus, bien entendu. Ceux qui comprennent comprendront. Il y a même Grey et Jubia, il y a plein de petits développements super sympas qui rendent l'histoire très cool à suivre et qui te font dire que c'est pas juste un spin-off déguisé en suite, quoi. C'est vraiment la suite et il se passe des trucs de malade et on en apprend sur le lore des dragons et des trucs comme ça. Vraiment, c'est un vrai plaisir à suivre. Pour ceux qui préfèrent les animés, il y a l'animé qui a été annoncé encore, hein. Donc prenez votre mal en patience, mais vous allez pouvoir en profiter aussi de cette histoire. Franchement, série géniale pour moi. C'est une suite vraiment à la hauteur et c'est pas si facile de faire une suite à la hauteur. Donc pour le coup, je suis vraiment content. Alors c'est une série que je me refuse à spoiler bien entendu parce que ça fait partie de mes petits classiques personnels, Fairy Tail. Donc je vais pas en dire plus, mais sachez que si vous hésitiez pour une raison ou pour une autre vis-à-vis de la suite, je vous conseille vivement de vous y plonger. On enchaîne avec les 4 premiers tomes de Corpse Party Blood Covered. Donc Corpse Party, qu'est-ce que c'est? Alors à la base c'est un jeu vidéo un peu à la Angels of Death pour comparer à quelque chose dont on a déjà parlé. Donc je crois que c'est fait sur RPG Maker mais je ne suis pas sûr. Dans tous les cas c'est une esthétique un peu similaire. Vous voyez à ces jeux d'horreur à RPG Maker. Je pense que vous imaginez, vous voyez à peu près de quoi je parle. Vous avez dû voir au moins une fois sur YouTube quelqu'un qui jouait à un de ces jeux un peu... voilà, horreur mais RPG Maker quoi. Je pense que vous voyez l'ambiance. Mais là, c'est pas le jeu, là c'est le manga. Et je vous avoue que à la base, alors à la base je l'ai acheté pour les cartes Mana Books, hein, cette série. C'est, je vous les remontre rapidos. Attendez, je les sépare, je les sépare des cartes Noévé graphiques, ils sont dans le même temps. Hop, voilà. Alors, voilà, ce genre de cartes, hein, c'est ce dont je parle. Voilà, justement là il y a une Corpse Party. Donc voilà, ce genre de cartes, c'est pour ce genre de cartes que j'ai acheté la série à la base. Donc c'est un peu pas le hasard, mais j'ai pas acheté la série parce que je me suis dit, oh j'ai trop envie de lire Corpse Party quoi. J'ai acheté parce que je devais pour avoir la collection de cartes. Sauf qu'il se trouve que la collection de cartes, elle commençait dans cette série-là au tome 2. Vous voyez, le tome 2 était plastifié avec une carte, le tome 3 pareil, le tome 4 pareil, mais pas le tome 1. Et du coup, moi, quand j'ai acheté pour les cartes, j'ai acheté le 2, j'ai acheté le 3, j'ai acheté le 4 quand ils sont sortis, mais j'avais pas acheté le 1. Et au final, je me suis dit, tu sais quoi, achète le 1, au moins tu pourras les lire, quoi, et puis voilà, ce sera sympathique. Bon, avec le recul, j'aurais peut-être pas dû, parce que du coup, ça me fait une série en cours, en plus, à laquelle je dois faire attention de bien acheter les tomes dans les temps. Mais au final, c'était quand même plutôt une bonne chose. Parce que, je vous avoue que quand j'ai commencé à lire, je me suis dit que ça allait être assez banal. J'imaginais que c'était une série d'horreur où un groupe, une classe, voilà, était coincé dans un endroit plus ou moins lugubre, et allait devoir faire face à des trucs plus ou moins... qui font plus ou moins peur, quoi, qui sont plus ou moins trash, ou je ne sais quoi. Et je me disais que ça allait vite devenir quand même assez banal, d'autant que voilà, c'est un RPG Maker, je pense qu'il date au moins des années 2010, peut-être même des années 2000, je sais plus. Donc voilà, ça allait peut-être pas être non plus le truc le plus palpitant de l'univers, le truc le plus original de l'univers, vous voyez. C'était peut-être une histoire un peu désuète, c'est ça que je me disais aussi un peu.
Et à ma grande surprise, il y a un élément qui pour moi rend le truc beaucoup plus intéressant et beaucoup plus intriguant. Alors je vais vous le révéler là, c'est pas un gros spoil ou quoi que ce soit, mais si vous voulez la surprise comme moi, je vous invite à passer au manga suivant dans la barre YouTube pendant que je vous explique tout ça. Alors en fait, il se trouve que ce manga, c'est l'histoire d'un petit groupe d'amis, plus une prof, plus la petite sœur du protagoniste, qui se retrouve transportés après avoir fait une sorte de rituel d'amitié dans une école délabrée, hantée, qui est l'école qui existait avant leur école. Enfin voilà, c'est une petite histoire, ça c'est du lore, ok, je vais pas rentrer dans les détails. Mais là où le point qui pour moi rend l'histoire beaucoup plus intéressante et beaucoup moins banale, c'est qu'ils sont pas tous dans la même dimension. En fait, c'est une école qui est séparée en plusieurs plans d'existence, si vous voulez. C'est-à-dire ils sont tous dans la même école en même temps, mais l'espace-temps est un peu... Ils sont pas dans le même espace-temps, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire, ils sont dans le même endroit au même moment, il se passe des trucs en parallèle, mais ils sont pas vraiment au même endroit au même moment, vous voyez ? C'est genre, il va se passer un truc dans une pièce, il y a quelqu'un qui va rentrer dans la pièce, qui va voir les conséquences de ce qui s'est passé, mais ils sont pas vraiment, ils ont jamais vraiment été dans la même pièce, ils auraient pas pu se croiser. Vous voyez, c'est un truc un peu bizarre, et en plus, comme je vous ai dit, c'est l'espace-temps qui est tout distordu. Donc il y a un truc bizarre aussi sur l'axe temporel, qui fait que tu vois des indices sur ce qui va se passer plus tard, dans une autre dimension, quand tu suis un autre personnage. Ça c'est dingue, j'aime beaucoup cette approche. Du coup, tu vois... j'ai donné un exemple bidon, mais qui ressemble un peu à un truc qui se passe pour de vrai. Imaginons que tu vois une flaque de sang en suivant les deux premiers personnages, et bah t'apprends qu'en fait c'est les deux personnages suivants qui se sont blessés et qui ont laissé cette flaque de sang, alors que chronologiquement ça fait pas de sens, mais vu qu'ils sont dans des dimensions un peu cassées niveau espace-temps, où les trucs se mélangent mais se croisent jamais, bah la flaque de sang elle est là à travers l'espace-temps, quoi, et du coup ils ont vu les flaques de sang alors que techniquement chronologiquement ça fait pas de sens. Enfin voilà, j'explique mal, mais croyez-moi, ça m'a vraiment... quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah, malin! Ah, c'est plutôt intéressant !» Les tomes, j'ai fini par les lire d'une traite, les 4. Alors que généralement des mangas, j'en lis un ou deux, plus parfois, mais 4 d'un coup, c'était pas forcément gagné, surtout le soir où je les ai lus. J'étais pas parti pour en lire 4, quoi, donc c'est vraiment, ça m'a happé au final cette histoire, et ce côté dimension parallèle là est vraiment très très intéressant, et rajoute vraiment beaucoup de particularités à cette histoire, et beaucoup d'intérêt je trouve, et rend le truc très intriguant, et là en plus il y a des développements supplémentaires dans le tome 4 qui font qu'il y a encore plus de possibilités de scénario. C'est vraiment une super histoire je trouve. Et moi je suis pas spécialement fan d'horreur, et je cherche pas spécialement la peur dans une histoire dans le genre, donc qu'il y ait toute cette intrigue et tout ce mystère et tout, c'est aussi très très intéressant de mon côté. Donc Corpse Party Blood Covered, j'avais pas prévu de le lire à la base, j'ai fini par l'acheter pour les cartes, et c'était une plutôt bonne surprise. Alors pas une surprise incroyable comme il y en a eu certaines dans ces vidéos, mais une plutôt bonne surprise quand même. Je pense que si vous êtes fan d'horreur, il y a un bonus et vous aimez encore plus, donc si vous êtes fan d'horreur, à mon avis, vous pouvez vous jeter dessus. Alors on poursuit avec le tome 3 de Le quotidien d'une épée maudite. Alors manga, celui-ci, si vous avez vu la vidéo précédente, vous le savez, c'est mon coup de cœur pour le coup. Enfin non, vous savez peut-être pas que c'est à ce point justement. Je vous ai dit que c'était une très bonne surprise la dernière vidéo. Finalement c'est un coup de cœur. Enfin c'est un truc que je peux que adorer, quoi. Si vous voulez, plus ça avance, plus je me dis que c'est un peu... il y a moyen que ça devienne une sorte de petite pépite perso, vous voyez, un petit classique perso. Pas forcément mon manga préféré ou quoi que ce soit, mais dans cette catégorie de mangas qui sont pas très connus, qui ont pas forcément d'animé ou je ne sais quoi, dont on parle pas plus que ça, mais qui ont ce truc qui font que c'est génial à suivre, quoi. Et très honnêtement, ça l'a. Le quotidien d'une épée maudite, vraiment, pour moi, il y a un truc, il y a un vrai truc, il y a un vrai feeling. Le dessin est très cool et très particulier. L'humour est super, les personnages sont trop attachants. J'ai vraiment une espèce de vibe Belzebub quand je lis ce manga, vous voyez. Ce genre de manga humoristique où il y a des personnages ultra attachants, des situations loufoques, mais qui font sens. Vous voyez, c'est loufoque, mais pas au détriment de la cohésion de l'univers, quoi. Vous voyez, il y a rien qui vient casser l'immersion. C'est vraiment juste loufoque parce que c'est un univers loufoque. Et mais on reste dans les limites du raisonnable. Il se passe pas un truc random juste pour se passer un truc random. Il se passe un truc
farfelu, mais qui fait sens dans la narration et qui nous amène à interagir encore plus avec nos personnages préférés qui sont tous super amusants. Franchement, le quotidien d'une épée maudite, super génial. C'est vraiment, pour moi c'est une étoile montante là. Je suis super content de cette découverte. Vraiment, je suis fan. Donc le quotidien d'une épée maudite m'a vraiment happé et j'adore. J'espère que vous comprenez à quel point j'aime bien et j'espère que ça vous incitera peut-être à lire aussi. Il y a aussi des cartes Mana Books pour cette série si jamais c'est ça qui vous intéresse plus. Mais même sans les cartes, franchement la série elle vaut le coup. Ensuite on peut enchaîner sur Sakura Wars tome 5. Donc Sakura Wars bien sûr adapté du jeu vidéo du même nom. Alors contrairement à ce que peut laisser penser la couverture, ce tome-là se concentre sur le personnage de Iris, donc la petite fille aux cheveux blonds qui a un nounours là, qui a des pouvoirs psy. C'est plutôt sympathique à suivre. J'aime bien moi quand il y a des développements chez les personnages. Alors on sent un peu quand même la formule du jeu qui est tirée du jeu à mon avis là en ce moment, qui est une aventure, un personnage quoi. Vous voyez, il y a un méchant qui tente un plan et en même temps il y a le développement d'une des filles du groupe. Et du coup, tu découvres un peu ces divers soucis et ces divers dilemmes à ce personnage. Et bien sûr, à mon avis, à la fin de l'aventure, quand ils auront battu le grand méchant, les problèmes des personnages seront réglés, plus ou moins définitivement, quoi. Enfin, ce sera ils en tireront une morale ou un truc comme ça qui fait que les personnages en sortiront grandis, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et Sakura Wars, vraiment série très sympathique qui visiblement en plus j'ai découvert récemment qu'elle est pas longue. Il me semble qu'il reste que 4 tomes. Donc on va à l'essentiel. En même temps, le jeu est sorti et fini depuis longtemps. Donc il y a moyen de condenser le truc. C'est vrai que je m'attendais à une série plus longue. Mais en vrai ça me paraît totalement raisonnable d'arrêter dans 4 tomes. Quoi qu'il en soit, très sympathique et pressé de voir la suite. On est encore quand même dans le milieu de la série, on va dire, donc il s'est pas passé un truc de dingue, un climax de dingue ou au contraire un début incroyable à découvrir quoi. Là on est dans le milieu, donc forcément j'ai moins de trucs fantastiques à dire, mais ça reste une série très solide et franchement si le jeu vous a intrigué ne serait-ce qu'une fois, je vous conseille ce manga pleinement. On poursuit avec Villageois level 99 tome 3. Et surprenamment, j'ai des trucs assez intéressants à dire sur ce manga. Alors pourquoi surprenamment ? Parce que si vous avez vu la vidéo précédente, vous savez que j'ai découvert Villageois level 99 avec les 2 premiers tomes. Et j'ai été assez déçu. J'ai même comparé ça à un manga amateur. Parce que je trouve que les développements du scénario et la manière dont les choses sont amenées sont très comment dire, une sorte de banal, mais banal un peu péjoratif, vous voyez. Les choses se passent sans vraiment qu'il y ait d'attache, les personnages sont un peu des clichés sur pattes, mais même pas, enfin, c'est difficile à expliquer clairement, je vous avoue. L'univers est un peu random, enfin, voilà, j'étais vraiment pas connecté avec ce manga. Et dans ce tome, il s'est passé un truc. Alors, je dis pas que le manga est devenu foncièrement meilleur. Alors au début, je vous avoue, au début du tome, quand je l'ai lu, je me suis dit... ok, alors c'est un petit peu plus engageant que les 2 premiers, mais c'est normal, c'est avec le temps, vous voyez. C'est-à-dire que non seulement moi je commence à m'attacher aux personnages, parce qu'à force de les côtoyer, t'es bien obligé de t'y attacher ne serait-ce qu'un petit peu. Et en plus, l'auteur prend ses marques de plus en plus. Voilà, je me suis dit ça. Il y avait une très légère amélioration, et je pensais que je vous dirais seulement ça dans cette vidéo, pour être honnête, au début du tome. Donc voilà, moi je pensais juste vous dire, ouais, l'auteur prend un peu ses marques, c'est un poil mieux. Je pensais vous dire ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment dans le manga, il y a un dialogue qui m'a fait penser, qui m'a fait réfléchir, qui m'a fait me dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen que ça devienne beaucoup mieux en fait? Alors là c'est une théorie un peu du complot, c'est pas, je vous avoue, ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant. Pour l'instant pour moi c'est toujours une série un peu décevante. Par rapport à mes attentes, bien entendu, peut-être que vous avez des attentes différentes, mais par contre, il y a un dialogue, à un moment, qui est un dialogue un peu... Alors, qui n'est pas foncièrement méta, mais qui peut avoir des implications très méta, très brisage de 4ème mur, vous voyez le délire? Et qui pourrait faire penser que l'auteur a peut-être finalement réfléchi son univers plus qu'on ne le croit. Alors peut-être que c'était juste un coup d'épée dans l'eau et que c'était juste histoire de faire un beau discours, mais à un moment le perso principal dit des choses qui m'ont intrigué, et je me dis si ça va dans la bonne direction, l'histoire peut finalement devenir
assez intéressante. Parce que cette espèce d'étincelle de lucidité qu'a eu le personnage principal là pendant un discours qu'il fait aux méchants, où il dit, je vais pas vous spoiler, hein, je préfère que vous découvriez vous-même, mais il dit des trucs qui peuvent avoir de sacrées implications si tu les prends au premier degré, et je me dis, attends, si cette volonté-là, si cette étincelle-là, c'est une volonté de l'auteur, et qu'il a vraiment ça dans le fond de sa tête, pendant qu'il nous écrit son histoire, ça peut partir assez loin, et ça peut partir dans des directions très très audacieuses. Donc, je commence à avoir un espoir peut-être artificiel, peut-être que c'est moi qui me fais des scénarios, des fanfictions dans ma tête là, mais je commence à avoir un gros espoir pour cette série en fait. Je me dis, elle peut me retourner cette série en fait. Elle peut me faire passer de déception à ah tu m'as bien eu. Ah finalement ouais. Et ça me fait vraiment plaisir. J'aime beaucoup cette étincelle d'espoir là que j'ai vue au fond d'un dialogue de Stomsy. Alors après, est-ce que ça restera une étincelle ou est-ce que ça va vraiment s'embraser et au final le manga va m'époustoufler? J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, je vois une étincelle d'espoir là, et ce manga du coup, je sais plus trop quoi vous dire en fait. Je sais plus si je dois vous le conseiller ou pas. Pour l'instant, si on se fie que à ces 3 premiers tomes, honnêtement, c'est très dispensable comme série. Mais, franchement, peut-être que le tome 4, le tome 5 me feront changer d'avis. Il y a moyen que ça devienne vraiment bien. Mais après, encore une fois, c'est peut-être moi qui me fais une fanfiction dans ma tête. Hein. Si ça se trouve, c'était vraiment juste un dialogue et moi j'ai interprété de manière un peu bizarre. Donc j'invite les gens qui ont lu ce tome 3 à me dire ce qu'ils en pensent. Je pense qu'ils voient de quel dialogue je parle. Et en tout cas, très intriguant pour le coup. Je m'attendais pas à avoir autant d'attentes après avoir lu ce tome 3. Quand vous vous souvenez à quel point j'étais déçu par les 2 premiers. On poursuit donc avec le tome 6 de Interspecies Reviewers. Donc, qui est, je rappelle, parce que c'est toujours bien de mettre un disclaimer pour pas que les gens se mettent à acheter des séries qui ne leur plairaient pas, est une série très très axée Eishi, donc pas pour tous les publics, et je vous déconseille vraiment de lire si vous n'êtes pas prêt à voir du Eishi, et surtout à rigoler pour le coup, parce que c'est très humoristique comme série, c'est pas vraiment un truc à prendre au premier degré, hein, c'est vraiment un truc pour le délire. Et moi justement quand il y a ce genre de délire, je préfère que le délire soit poussé au max et qu'ils assument à quel point c'est dingue et c'est rigolo et c'est bon enfant quoi. Et c'est ce que cette série fait. Cette série est très inventive, très amusante je trouve. Elle se permet des trucs, vu son sujet assez particulier, elle se permet des trucs et va à fond dans son délire. C'est franchement très amusant, sans jamais, moi j'ai jamais trouvé que ça devenait... on va dire gênant, vous voyez, parce que ce genre de sujet ça peut très vite quand même devenir un peu gênant à la longue. Je trouve que ça s'est gardé un peu sa fraîcheur, ça s'est gardé un peu son côté léger, ça se prend pas trop au sérieux, mais il y a quand même un petit fil rouge d'histoire sérieux en fond qui avance petit à petit, tout doucement, et il y a des trucs qui se mettent en place, mais ça reste avant tout une série pour le fun, qui se prend pas trop au sérieux, et qui part dans des délires, mais si tu te permets d'entrer dans le délire, ça devient vraiment fun en fait, ça devient vraiment rigolo, et tu te demandes quel truc absurde ils vont t'inventer dans le prochain tome. Vous voyez là, moi je suis totalement partant là pour lire le tome 7 et me dire mais qu'est-ce qu'ils vont encore inventer comme délire, et je trouve ça plutôt rigolo personnellement. Donc Interspecies Reviewers, si vous n'êtes pas contre les Eishi, là c'est un Eishi plutôt rigolo, plutôt innovant, et qui sait... ne pas trop se prendre au sérieux tout en se prenant quand même au sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, plutôt sympa comme série, même si ça reste un truc un peu de niche. Alors ensuite, on a le tome 5 de Arifureta Origins. Vous noterez que le 5 est tout petit, j'ai eu du mal à le trouver. C'est le préquel de Arifureta qui ne se passe pas avec nos personnages de Arifureta, mais avec d'autres personnages dans le même univers, qui eux sont originaires de cet univers, hein, donc ce n'est pas un isekai cette série-là. Et Arifureta Origins, voilà, c'est une série que je trouve plutôt sympa, mais dans laquelle je me mets à avoir un peu de difficulté à rentrer, parce que vu que Arifureta, j'essaye de me contenter de l'animé, je vous avoue que les souvenirs deviennent de plus en plus flous au fil du temps, vu qu'il n'y a toujours pas la nouvelle saison qui est sortie, quoi. Et du coup, j'aimerais bien me rafraîchir un peu la mémoire en voyant la nouvelle saison, quoi. J'aimerais bien qu'elle sorte pour me replonger vraiment concrètement dans l'univers d'Arifureta, parce que du coup ça m'aiderait à faire les liens plus facilement, quoi. Là je me doute que par exemple la femme poisson, qui est un personnage primordial de cet arc, je me doute qu'elle a un lien plus ou moins direct avec celle qu'on a vue dans la série principale, mais voilà, j'aimerais bien avoir pleine possession de mes moyens, vous voyez, vis-à-vis de l'univers d'Arifureta, pour vraiment
spotter tous les petits liens, toutes les petites références, tous les petits trucs, voir pleinement est-ce que c'est lié à ce qu'on a vu dans la série principale ou pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de liens entre les deux, hein. Les personnages interviennent de manière indirecte, je le sais même, dans la série Harry Fureta, on entreaperçoit les personnages de Origins qui donnent un coup de main indirect. Voilà, je vais pas en dire plus, je veux pas spoiler une série ou l'autre, hein. Mais en tout cas, voilà, petite série pas sympathique, mais j'aimerais bien être plus dedans, c'est ça qui me gêne. Alors ce tome était plutôt sympathique à suivre, hein, l'histoire en elle-même se suit très bien, mais j'aimerais bien vraiment avoir la pleine mesure de à quel point les deux sont liés et d'avoir tous les détails en tête. C'est ça qui me déçoit un peu. J'aimerais bien que j'aimerais bien que l'anime Harry Fureta sorte plus vite. C'est ça mon truc en fait. Voilà, vous pouvez résumer à ça. C'est pas la faute du manga en fait. Mais voilà, c'était le petit pinaillage, mais la série en elle-même est très sympathique. Si vous aimez Harry Fureta, vous avez aucune raison de vous réfréner. Origins est très sympathique à suivre. Et pour conclure, voici le dernier manga de cette vidéo, donc A Couple of Cuckoos, tome 8, 9 et 10. C'est une série qui avait démarré fort, hein, si vous vous souvenez quand j'en avais parlé quand c'est sorti, j'étais extatique tellement j'appréciais. Avec le temps, je vous avoue que ça s'est un peu calmé parce que j'ai un peu l'impression que c'est une bombe à drama. Alors pourquoi une bombe à drama? Parce que ça n'a pas explosé, donc il n'y a pas eu de drama à outrance, vous voyez, comme moi j'aime pas trop quand ça part en mode telenovelas et où tout le monde est en mode drama, en mode oh non c'est triste et machin. Moi ça me déprime un peu. Mais c'est une bombe à drama parce que je vois 40 moyens que ça explose en fait. Je vois tellement d'embranchements scénaristiques qui ont été mis en place où ça pourrait mal tourner et ça pourrait devenir une série super déprimante. Je vois un potentiel de ça me rend triste quoi, c'est ça le problème. Ce qui fait que des fois je suis un peu réticent à lire les tomes. Alors là en l'occurrence il s'est rien passé encore une fois de dingue, hein. C'est vraiment c'est peut-être moi qui suis un peu parano sur ce point là, mais j'ai peur du moment où ça va exploser en fait, c'est ça qui me fait peur. Alors que c'est pas forcément dit que ça va exploser, mais moi je vois tellement d'embranchements scénaristiques où ça peut mal se passer en fait. Mais bon, ça c'est moi, voilà, c'est mon délire ça. Sinon, en soi, c'est vraiment une série romantique très, très cool, très sympathique. Les personnages sont attachants, j'aime beaucoup le dessin aussi. Enfin, c'est une série hyper cool à suivre en fait. Quand t'es dedans, t'as pas peur que ça explose, mais quand j'y réfléchis après coup et que je suis dans l'attente des tomes suivants, je me dis ah il y a moyen que ça explose, ça me fait un peu peur. J'ai pas envie d'être triste quoi, surtout que je m'attache au personnage de plus en plus à chaque fois que je lis des tomes, donc voilà, moi j'ai peur du drama là en fait, je sais pas pourquoi, c'est ma crainte sur cette série, ma crainte que ça vire au drama, parce que ça pourrait tellement, mais il y a tellement d'embranchements amoureux là et ça pourrait tellement virer au drama à tout moment. Voilà, donc j'espère que ça va pas dépasser les limites. Mais quoi qu'il en soit, série vraiment très sympathique et si vous aimez les romances, je vous le conseille sans réfléchir. Le postulat de base déjà m'avait beaucoup impressionné parce que c'est vrai que c'était malin et là je trouve que ça se développe de manière très 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 sympa. En plus il y a ce nouveau personnage là qui est assez intéressant dans son développement et enfin c'est pas tout à fait un nouveau personnage, on en avait déjà parlé dans les tomes précédents, mais c'est un personnage qui avait été évoqué précédemment. Là, le personnage devient vraiment important. Donc, si vous cherchiez votre waifu encore dans cette série, elle est peut-être arrivée. J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, série très, très cool. Et pour tous les fans de la romance, pour moi, c'est peut-être pas un classique, mais en tout cas, c'est une pépite perso, quoi. Bon. Il est venu le moment d'être dans la section coup de cœur du mois. Donc la section de coup de cœur du mois, pour les gens qui débarqueraient, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où on choisit parmi tous les mangas que je vous ai montré ce mois-ci, lequel j'ai entre guillemets préféré. Donc c'est plus ou moins accurate, hein, à chaque fois, des fois je dois faire des choix un peu draconiens, mais voilà, là c'est le but quoi. Parmi tous les mangas que je vous ai montré, lequel j'ai préféré. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire lequel vous auriez mis en coup de cœur du mois si vous aviez lu tout ce que j'ai lu. Après bon, si vous l'avez pas lu, forcément vous savez pas qui met tout, mais voilà. Donc moi j'hésite entre 3 séries là pour le coup, donc on va choisir ensemble, hein. C'est toujours ce qui se passe quand j'hésite vraiment. Donc il y a le quotidien d'une épée maudite qui est vraiment été un coup de cœur la dernière fois et encore plus un coup de cœur ce coup-ci. Fairy Tail Under Quest qui est une série vraiment que j'ai adoré, surtout ces 2 tomes là, il y avait plein de développement, plein de trucs super intéressants je trouve. Et la bonne surprise nouvelle Yozakura Family, je sais pas qui choisir. J'ai envie de supprimer le quotidien d'une épée maudite parce que je crois qu'il a gagné la dernière fois. Et du coup, bon, on va dire qu'il a déjà eu sa victoire très récemment. On va pas insister non plus. Autant laisser un peu la place aux autres séries pour ce coup de cœur du mois, qui est une récompense bien sûr très convoitée par tous les mangaka de l'univers. Hein.
On m'a envoyé encore hier, tous les mangaka m'ont dit oh je veux tellement être dans le coup de cœur du mois, s'il te plaît. Non c'est pas vrai, tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche. Tu as passé je sais que tu as passé cette partie. Tu as quitté la vidéo? Ah. Bon bah je parle tout seul alors. Non bah merci si vous êtes encore là en tout cas. Mais ouais donc j'hésite entre Yozakura Family et Fairy Tail Underwater Quest. Oh là là, il y a toujours le bonus nouveauté quand c'est une bonne surprise comme ça. Mais en même temps, Underwater Quest, j'ai tellement aimé le lire. Ah, vous savez quoi, tant pis pour Yozakura Family. Yozakura Family, il aura peut-être sa chance le jour où je lirai toute la série. On va Fairy Tail Underwater Quest. Voilà, le fanboyisme a parlé, je suis désolé. C'était super cool à lire. Ce qui se passait avec Luxus, c'est trop cool. Enfin, vraiment, des tomes en or. J'adore Fairy Tail. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est vraiment un manga qui sait être palpitant, qui sait nous attacher à ses personnages. Alors forcément, le Fairy Tail Underwater Quest a un ton légèrement moins accurate par rapport à ce que ça devrait être, je trouve. C'est que mon avis. Hein. Tu vois, vous voyez, vu que c'est plus totalement Mashima qui s'en occupe et qu'en plus ça se statue de suite, c'est vrai qu'il y a des moments où il y a peut-être un peu trop de légèreté par rapport à ce que ça aurait été à l'époque de Fairy Tail tout court. Mais c'est du pinaillage quoi, c'est vraiment une série géniale et j'adore. Et voilà, ce sont donc mes lectures du mois de septembre 2023. J'espère que vous en avez tiré du bon de cette vidéo, peut-être que vous avez découvert des trucs, peut-être que vous avez eu des opinions sur certains autres mangas. Enfin j'espère que quelqu'un en a retiré quelque chose quoi, c'est un peu le but. En plus de moi ça me fait plaisir ça me fait une excuse quoi pour parler des mangas que j'ai lus, c'est toujours sympa ça aussi. Du coup, je vais conclure cette vidéo, mais juste avant je vais demander un truc que d'habitude je ne demande pas, mais en ce moment j'essaye, enfin j'aurai pour objectif d'atteindre les 500 abonnés sur cette chaîne. Alors avant je faisais pas spécialement la course aux abonnés, mais je me suis dit que ce serait bien de donner un peu un petit coup de collier quoi, je sais pas, une petite motivation, un petit avancement sur cette chaîne quoi. Donc voilà, je vous laisse avec donc une demande d'abonnement hein, si c'est pas encore fait bien entendu, et aussi je vous affiche là tout de suite à l'écran mes différents réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, TikTok. Pourquoi? Parce que bah, justement j'essaye de faire un peu de synergie là, de voir. En fait j'aimerais bien discuter avec des gens. D'ailleurs sur TikTok j'ai fait un TikTok il y a pas longtemps où vous pouvez me poser vos questions, donc n'hésitez pas pareil. Quoi que ce soit, on peut parler de ce que vous voulez, jeux vidéo, manga, figurines. Moi voilà, j'ai envie de discuter un peu avec les gens, j'ai envie d'interagir un peu en ce moment. C'est vrai que la chaîne n'est pas très interactive quoi. Il y a pas masse de gens qui parlent quoi. Mais voilà, donc si jamais vous pouvez vous abonner, qu'on essaye d'atteindre les 500 un jour, ce serait sympathique. Et n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram si vous voulez voir des photos, sur TikTok si vous voulez discuter, et sur Twitter si vous voulez discuter aussi, mais de manière un peu plus informelle. Voilà, quoi qu'il en soit, c'était Japanman. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose. A plus!